Bien, merci. Mesdames, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Alors, je vais apporter, puis peut-être que M. Issakis vous compléterez sur certains points. Je vais apporter des éléments, j'essaie de prendre quelques notes. Beaucoup de questions, dont certaines sont très en marge du budget. Je vais prendre l'exemple de la maison du bien-être. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y aura une maison du bien-être à Viroflay que c'est la ville qui va la financer. Mais on est facilitateur dans cette opération-là. Donc, rien, effectivement, n'apparaît dans le document budgétaire, puisque ce ne serait que des recettes qui arriveraient dans le budget de la ville, et pour l'instant, elle n'est pas encore réalisée, cette maison du bien-être. Tout ce qui est marqué dans le magazine n'est pas forcément susceptible d'avoir des incidences budgétaires sur la ville elle-même. La question de la répartition, la répartition qui est ici avec les différents secteurs, je pense que c'est une répartition qui peut être intéressante à garder tout au long de l'année. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'impression qu'on y fait référence, mais elle fait référence directement à la M14 qui précise, depuis des années en tout cas, puisque c'est détaillé, et on rentre même dans davantage de détails, les différentes destinations des dépenses. Il y a les natures, que ce soit les types de frais, et puis la destination, c'est justement les différents secteurs concernés. Et à l'intérieur de ces secteurs, on retrouve les sous-secteurs. Donc, toutes ces informations existent dans ce qu'on appelle la maquette budgétaire. Et je pense qu'on peut garder ce type de présentation pour être homogène d'une année sur l'autre. En fait, c'est une idée. J'ai pas bien compris, Mme Chopard, quand vous parliez de Dieuleveux. Oui, effectivement, on a mis un budget d'1 million et quelques sur Dieuleveux, en considérant qu'on pourrait arriver à engager ces montants-là d'ici la fin de l'année. Je dis bien engager ces montants-là, puisque lorsque nous mandatons des sommes, il faut qu'elles soient aussi prévues budgétairement, même si elles sont payées en partie sur l'année, en partie sur l'année suivante. Mais vous disiez, on a vu apparaître 1,1 million. Est-ce que j'ai l'impression que vous sous-entendez, vous avez dit, est-ce qu'il manquerait quelque part quelque chose qui nécessiterait de remettre ce budget ailleurs? Je n'ai pas tout compris. En tout cas, ça avait l'air de nous prêter une attention que nous n'avons peut-être pas imaginée. Sur les autres, la question financière, oui, effectivement, dans le budget, c'est un peu la première année qu'on a des cessions foncières qui sont aussi importantes. Elles sont le fruit d'opérations qui ont été discutées, négociées, notamment avec un certain nombre d'élus qui sont autour de cette table l'année précédente et qui ont une réalisation en 2021. Je prends Réservoir et Bon Repos notamment. Là, en l'occurrence, oui, on a certainement d'autres parcelles, peut-être pas aussi importantes que celle-là. On a d'autres parcelles, et la ville aussi n'a pas vocation à garder des parcelles inoccupées de façon trop importante, compte tenu en plus des besoins qui peuvent exister, des besoins qui existent en matière de logement, je le rappelle. La question des évolutions, c'est vrai que la période, je l'ai dit en préambule, la période que nous traversons est une période certainement de mutation. Mais alors, dans quelle société allons-nous plonger en 2021, en 2022? Je n'en sais strictement rien. Simplement, la seule attention que nous devons porter en 2021, c'est de se dire, est-ce qu'on est en mesure d'accompagner ceux qui pourraient en avoir besoin? Et quand je dis en avoir besoin, c'est sur un plan, d'abord et prioritairement, sur un plan social et financier. Et ça, je l'ai dit, je le redis et je le redirai, c'est l'affaire du CCS qui, en fait, gère cette question de l'accompagnement social et financier. Et donc, pour ce faire, nous avons d'ailleurs augmenté la subvention de la ville au CCS pour cette année, et que s'il faut encore l'augmenter, nous l'augmenterons encore. Donc, mais nous sommes bien dans l'incapacité de pouvoir prédire ce que nous pourrions consacrer comme budget en définitif en 2021. Sur les questions d'évolution sociétale, on en sait encore moins. Est-ce que le télétravail va continuer à avoir autant d'importance? Est-ce que les gens vont... les gens commencent à en avoir franchement marre du télétravail, je peux vous le dire. Donc il est fort possible qu'on revienne
à du présentiel dans les entreprises de façon un peu plus importante. Le télétravail restera un peu, mais donc là-dessus, je n'ai pas de boule de cristal, je ne m'appelle pas Mme Irma, et donc je ne suis pas en mesure de dire voilà la façon dont on pourra, on devra dépenser notre argent. Tout ce que je sais, c'est qu'on continuera à avoir des enfants à garder, des enfants à faire manger à la cantine, des enfants, et de plus en plus, qui fréquenteront nos centres de loisirs. En fait, parce que même si les parents travaillent, ils seront bien contents d'avoir leurs enfants qui seront gardés dans les centres de loisirs ou en crèche. Donc tout ça, c'est une constante. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement 50% du budget est consacré à ces services aux familles et donc directement aux enfants. Donc ça ne changera pas. Donc évolution sociétale, si quelqu'un dans cette salle est en mesure de me dire quelles seront les évolutions sociétales en 2021 et avec les incidences budgétaires, je suis preneur. Mais je pense qu'on en aura. Bon, 2021, peut-être pas, mais en fait 2022, 2023. Et les incidences dans les mentalités, je peux vous le dire aussi, on les a vues commencer à évoluer de façon très forte en 2020, et ce n'est pas pour me rassurer d'ailleurs. Sur les questions, et vous rejoignez en fait l'une et l'autre sur les questions de mise en accessibilité. J'ai l'impression qu'on n'a pas entendu la même chose, mais la mise en accessibilité, il fut un temps où effectivement on mettait en exergue en disant voilà, le budget consacré cette année sera de temps. Bon, en l'occurrence, c'est peut-être un effet simplement de présentation, mais la mise en accessibilité, vous ne pouvez pas, ni l'une ni l'autre, encore moins même égal, dire qu'on va oublier ce sujet-là. C'est la commission d'accessibilité qui est menée en grande partie par Philippe Gevrey, ici même, sous la houlette de Louis Le Pivin. La commission d'accessibilité se réunit, elle fait des visites de terrain, elle préconise, et nous mettons en œuvre un certain nombre de recommandations et qui ont des incidences budgétaires, bien évidemment, et donc sur la voirie, mais également sur les bâtiments. Donc, et je rappelle que, et je dirais la même chose sur la question de la transition énergétique et de l'accessibilité des bâtiments, mais aussi la transition énergétique. Si on prend les exemples qui ont été donnés tout à l'heure à partir du slide 23 sur les différents projets en images qu'on vous présentait, quasiment chacun intègre une dimension énergétique et transition forte, que ce soit sur des nouveaux bâtiments, qui seront, je pense, exemplaires sur ce plan-là, mais que ce soit aussi sur des anciens bâtiments, comme les gymnases d'Après-Aubois, comme Dieu le veut, et donc sur lesquels nous aurons aussi un volet extrêmement fort, que ce soit d'accessibilité, mais également de réduction massive de leur consommation énergétique. Donc là-dessus, je n'ai pas l'impression que ce soit un oubli, en tout cas. Alors quand vous me dites il faut s'engager résolument dans la transition, en fait, là en l'occurrence, on n'a jamais fait autant de projets dans lesquels il y a ces sujets-là en fait, qui sont traités. Jamais. Alors, vous pouvez me le reprocher, hein, mais en l'occurrence, on avance. Et je dois dire aussi, vous allez encore dire, vous tapez sur l'État. Oui, je tape sur l'État. Vous me dites, quelles sont les subventions que vous avez demandées à l'État? Les subventions, on les demande. Et vous l'avez remarqué. On a demandé l'année dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Peanuts. On a redemandé cette année, qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne veux pas dire peanuts, parce que le sous-préfet m'a indiqué qu'il pourrait peut-être me donner combien? 350 000 euros, je vais arrondir à ça. 350 000 euros pour, je ne sais plus quel projet, c'est peut-être pour l'Honnête en l'occurrence. Voilà. Et alors qu'on nous bassine à longueur de journée sur les subventions, les projets, la transition énergétique, le plan de relance de l'État, qui va mettre des milliards sur le sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Ça descend, ça ruisselle d'en haut des ministères vers les préfectures. Jean-Michel Issakidis l'avait montré au moment du DOB. Et au final, il y a des gouttes qui tombent. Et on fait ces demandes de subventions. Sauf que lorsqu'on fait des demandes de subventions, et qui sont, pour celles qu'on a déposées la dernière fois, c'était spécifiquement sur les questions de transition énergétique. Et au final, le préfet nous dit « Ah, je vous prends un de ces projets-là, parce que de toute façon, je ne peux pas tout financer. » Et c'était quoi, lorsqu'on l'a eu au téléphone? Ah oui, c'était « Je dispose de 3 francs 6 sous ». C'était sa formule au préfet. 3 francs 6 sous
dans le cadre du plan de relance. Alors, on va continuer à faire des demandes, mais en l'occurrence, je pense que, encore une fois, l'État nous impose, et je pense que de toute façon, on doit le faire. L'État nous impose des choses, nous fait des grands effets de manche, mais au final, en fait, il y a très peu d'argent qui arrive sur le terrain pour les communes. Alors oui, certes, il met beaucoup d'argent pour rénover ces bâtiments, pour tous les ministères qu'on a vus, l'armée, la justice, ainsi de suite, mais les collectivités, en fait, elles touchent quasiment rien. En tout cas, c'est microscopique. Non, je ne veux pas dire microscopique, après on va dire, monsieur le maire, vous avez dit microscopique. C'est pas grand-chose. Donc, mais on va continuer à faire les demandes. Et pour l'instant, en fait, les seuls qui continuent à nous aider en matière d'investissement, c'est la région et le département. L'État, la fameuse DSIL, là, la dotation, je ne sais pas quoi, la DSIL, ben c'est celle-là, en fait, qui est censée être porteuse de cette question du plan de relance. Voilà. Si vous connaissez des gens qui sont capables de nous faire des chèques, n'hésitez surtout pas, mais en l'occurrence, pour l'instant, en s'adressant aux personnes qui sont censées le faire, ça n'est pas le cas. Et l'autre point, c'est un point qui nous différencie avec Mme Egal. Vous me dites, en fait, il n'y a rien dans le budget qui, à l'initiative de la ville, pour orienter les particuliers sur les travaux d'économie d'énergie, par exemple. Et là, je pose une question, parce que j'ai la réponse, en l'occurrence. Le gouvernement a lancé il n'y a pas très longtemps, j'ai encore entendu de la pub, voire même en fait, je crois, le porte-parole du gouvernement, disant le plan, en fait, j'oublie toujours son nom, mais vous le connaissez tous, ce plan-là fera qu'il y aura toujours un interlocuteur pour les particuliers, et en fait, vous vous adressez à cet interlocuteur qui vous aidera, et un interlocuteur non pas collectivité locale, un interlocuteur d'État, je veux dire, hein, des services de l'État, ou d'associatifs peut-être financés par l'État, qui vous aidera à voir votre projet, à trouver le financement, et ainsi de suite. Je n'ai pas l'intention, et je le dis clairement, je n'ai pas l'intention de me substituer à des choses que le gouvernement annonce. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, il annonce des choses, c'est à lui de le faire. Et si on commence à faire ce que les autres font, eh bien c'est comme ça que le fameux millefeuille, on va contribuer à en rajouter. Et moi, je ne suis pas pour contribuer à rajouter des feuilles au millefeuille. Voilà. Donc, clairement, effectivement, nous ne le ferons pas. L'autre point aussi, c'est le fait que le fameux... Alors, il y a un autre plan, il y a tellement de plans, mais une association qui est du côté de Saint-Quentin, qui s'appelle l'ALEC, qui fait ce genre de travail. Il se trouve que l'ADEME va supprimer sa subvention à l'ALEC. Et par qui cette subvention va être prise? Je crois pour 2021, c'est 100 000 euros par département. Voilà. Donc en fait, c'est le département qui va se substituer à l'ADEME. L'ADEME étant quand même, je le rappelle, une agence qui est financée, je crois, en tout cas par l'État. Donc là aussi, en fait, la réalité des choses, elle est tout à fait différente de celle qu'on entend dans les médias et par des personnes très, très haut placées. Juste une chose aussi, vous parliez du centre aquatique, Madame Egal, je crois que Madame Chopard aussi, et en fait, on ne sait pas bien où ça se trouve. Si, enfin, on sait très bien. Lorsqu'on est en page 22, c'est-à-dire sur le schéma, si on peut aller sur la page 22, le slide 22, qui sont les projets imagés, le début, voilà, on trouve dans le petit encadré, en termes donc d'investissement, on a des dépenses pour 300 000 euros et en termes de fonctionnement, des dépenses pour 200 000 euros. Le coût d'1 100 000 et quelques qui était annoncé annuel est un coût qui se subdivise en deux parties, une partie fonctionnement, une partie investissement. Il ne vous a pas échappé que l'investissement, au bout de 23 ans d'exploitation, la piscine revient à la ville dans le cadre de cette DSP concessive. Donc en fait, on met en investissement le montant en fait, annuel de l'amortissement du bien, pour que le bien soit totalement amorti lorsque le concessionnaire nous le redonne. Voilà. Donc en fait, là, pour l'année 2021, c'est donc 500 000 euros globalement répartis entre 300 000 euros sur l'investissement et 200 000 sur les dépenses. Ça se trouve dans le budget. Voilà. Je tiens à préciser les choses, c'était explicite là, dans ce slide. Ça n'est peut-être pas dans le M14, en fait, qui a tendance parfois à noyer un peu les choses.
Et donc, effectivement, on est à peu près cohérent sur le sujet. On dit 500 000 sur 1,1 million. Oui, ça fait un peu plus d'un quart quand même, effectivement. Ça fait environ 40%. Voilà pour cela. Et puis pour Dieuleveux, bien évidemment, en fait, Dieuleveux, on a précisé qu'on allait y mettre y déplacer Arcado. Faisant cela, on l'a déjà annoncé qu'on allait essayer de travailler avec les jeunes, en l'occurrence, pour essayer de voir ce qui les intéresse aussi dans ce projet-là. Donc, clairement, en termes de concertation, on va essayer de trouver les jeunes qui pourraient être intéressés pour nous aider à travailler sur le sujet. Sur la question de la transition énergétique d'Arcado, il y aura peut-être une petite difficulté, c'est le fait que la meilleure façon de traiter un bâtiment déjà existant, c'est de le travailler par l'extérieur. C'est de faire une isolation par extérieur, de faire un certain nombre de choses. Je sais que certaines personnes dans le quartier sont très attachées à la structure et à l'image de Dieuleveux. Donc il va falloir aussi composer avec les personnes qui sont dans le quartier et qui sont attachées à cette image. Ce n'est pas forcément très simple, donc on va devoir arriver à trouver l'équilibre entre la performance, ce que disait Jean Isakeli sur le fait qu'on voulait faire quelque chose d'exemplaire, mais l'exemplaire, c'est aussi de garder le béton qui a déjà été coulé, et après de chercher à le rendre moins consommateur, plutôt que de démolir et de reconstruire après. Après, il y a un débat, je sais, qui peut s'instaurer là-dessus. Voilà le point. Et puis, un tout dernier point sur les questions de transition, parce que je sens que c'est un sujet qui va nous préoccuper, qui doit nous préoccuper de façon cette transition énergétique, puisque c'est un vrai sujet. Je ne peux pas entendre que c'est un sujet qui est absent de nos orientations budgétaires. Ça n'est pas vrai. Mais je précise une chose. Je vais peut-être faire hurler certains. Ce que je veux préciser, c'est que lorsqu'on est sur le détail de nos dépenses de fonctionnement, on voit précisément la ligne énergie. Si vous avez regardé, la ligne énergie, c'est 480 000 € par an. Et électricité et gaz, principalement. On n'a plus de fuel, en fait, ça a disparu. On n'a plus que des chaudières au gaz qui ont remplacé les chaudières au fioul qui pouvaient exister dans le temps. 480 000 € par an. Sur un plan que je qualifie de purement financier et budgétaire, on va engager des sommes qui sont des sommes considérables, peu portées et soutenues par l'État, pour au final pouvoir réaliser, toutes choses étant égales par ailleurs, je sais que ça peut évoluer, mais pouvoir réaliser, après, avec le décret tertiaire, je crois que c'est 30% de l'économie à l'horizon de 2030, puis après, non, c'est 40%, puis après 50% et 60% à l'horizon de 2050, je crois. Donc disons qu'avec les 50%, il faudrait qu'on arrive à économiser en fait 50% sur nos dépenses énergétiques. Là aussi, je redis, toutes choses étant égales par ailleurs, sans tenir compte des questions d'évolution du prix de l'énergie, bien sûr. C'est-à-dire quelques 200 à 250 000 €. Si on devait faire un calcul de rentabilité économique des investissements qui sont réalisés pour faire les économies d'énergie, jamais on ne les ferait. Jamais. La durée de retour, le retour sur investissement est considérable et n'a pas de sens. Contrairement à des entreprises qui cherchent le retour sur investissement, en l'occurrence, ça n'a pas de sens. Donc on s'inscrit dans cette démarche. Ce n'est pas la recherche d'économie si c'est celle-là, mais en fait mais ce n'est pas les économies qui seront réalisées qui nous permettront de toute façon de gagner réellement de faire augmenter notre capacité d'autofinancement, en tout cas pas à ce niveau-là, d'autant que, je le redis, on a beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments anciens et sur lesquels il est plus compliqué de faire les choses. Je prends l'exemple de l'école des Arcades. L'école des Arcades, l'école historique de Viroflay, pour arriver à lui faire baisser de façon significative en fait, sa consommation énergétique, si on ne veut pas la dénaturer, c'est un peu compliqué. Voilà. Et je rappelle aussi, je rappelle l'expérience de notre PLU qu'on a modifié il n'y a pas longtemps. L'architecte des bâtiments de France s'oppose totalement à toute proposition d'isolation par extérieur de bâtiments patrimoniaux, qui pourraient être
remarquable, mais en fait, pour elle, une meulière est remarquable. Donc en fait, il y a beaucoup de particuliers qui auront du mal à obtenir des gains, en tout cas des gains en matière d'économie d'énergie et de consommation d'énergie dans l'avenir. Donc voilà, je voulais mettre ce truc en rapport parce que je pense que là aussi, il faut le rappeler, il faut qu'on se le rappelle les uns les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas le faire. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Nous sommes d'accord ? Voilà, à peu près ce que je voulais rajouter. M. Saguinis, vous avez noté des choses en fait, que j'aurais oubliées. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, d'abord, je voulais dire que j'étais un petit peu amusé parce que j'ai noté tout ce qui a été dit par les deux groupes d'opposition. Et finalement, je me disais, alors on est attendu face au Covid, on est attendu face à la transition énergétique, la police, c'est déjà nous. Les cabinets médicaux, ben ça y est, on les achète pour mettre des médecins. Et je me disais, PMR, tout ce qui est accessibilité, ben c'est encore nous. Je me disais, finalement, il ne nous reste plus qu'à maîtriser l'armée et puis on fait le boulot de l'État, quoi. Il ne reste plus grand-chose, hein, parce que voilà, les cabinets médicaux, c'est l'hôpital, c'est tout ce qu'on entend dans les reportages. Finalement, on est presque au complet, quoi. Il ne manque pas beaucoup, quoi. Donc peut-être avec quelques années et un petit peu, enfin, peut-être de décentralisation, pas déconcentration. Arriveront-on un jour peut-être à reprendre la main de notre destin plutôt que de le sous-traiter à d'autres qui sont plus des diseurs que des faiseurs. On en a la preuve tous les jours. Mais au-delà de ça, bon, le décret d'Hercières, pour répondre à Madame Chopard, on le connaît depuis le premier jour. Vous verrez pendant ce mandat et peut-être le suivant si vous continuez, on a pris l'habitude depuis des années de surveiller de très loin d'où arrivent les torpilles de l'État, si vous voulez, parce qu'on n'a pas le choix. Vous vous rendez compte que, bien évidemment, qu'un objet, un ovni comme celui-ci est extrêmement coûteux, puisqu'il impose aux collectivités territoriales, finalement, de mettre en œuvre à leurs frais ou face à des difficultés insurmontables qui ont été évoquées, le non-accès facile au soi-disant plan de relance, les budgets rikiki qui retombent vers les collectivités, etc., etc. Tout ça met des obligations à notre charge avec des moyens qui font défaut et que finalement, rappelant ce que je montrais lors du DOB précédent, l'État s'endette et s'octroie lui-même le fruit de cet endettement pour rénover ses propres bâtiments. Oublieux, bien entendu, des collectivités, mais sur lesquels continue de peser quand même cette espèce d'injonction de faire, mais évidemment sans moyens. Ça a été rappelé aussi le cas un peu fou de l'architecte des bâtiments de France, si vous voulez, qui en 2 lignes détruit toute perspective, interdisant l'isolation par l'extérieur. C'est-à-dire non seulement on a l'injonction de faire, mais d'autres arrivent en surcouche, en quelque sorte, pour nous dire « Ah non, oui, mais pas comme ça, moi je vais vous dire comment vous ne devez pas faire. Par contre, je ne vais jamais vous dire comment vous devez faire, hein. C'est à vous de vous débrouiller. Hein. » On est quand même aux confins de l'injonction paradoxale la plus aboutie, mais ce n'est pas nouveau, hein. Je veux dire, on a l'habitude, c'est devenu une façon d'avancer à laquelle on s'est acclimaté depuis un petit moment, depuis pas mal de temps même. Voilà, quant à notre implication sur les sujets énergétiques, de transition énergétique et du reste, d'abord, je voudrais rappeler, parce que peut-être que vous l'avez oublié, on a en 2019 alloué un budget de 90 000 € mis à disposition des Viroflésiens pour proposer des projets au titre de ce budget participatif qui a donné lieu au financement d'un certain nombre de projets. Je n'ai plus le chiffre en tête exactement. Donc c'est quand même déjà une initiative qu'on a pris en compte. Et puis je regrouperai finalement cette initiative et toutes les autres que l'on prend en matière de rénovation, de modernisation qui ont été énoncées, sur lesquelles je ne reviens pas. Je mettrai tout ça dans le même paquet finalement que l'accessibilité, parce que dorénavant, et ça a été dit par monsieur le maire, c'est devenu la nouvelle normalité depuis des années. On n'a plus à le faire apparaître sur des postes séparés, puisque c'est intégré, c'est standardisé, si vous voulez, dans les actions que l'on met en œuvre et que l'on poursuit en matière d'investissement et de mise à niveau, en quelque sorte, de nos équipements au fil du temps. Un mot rapide sur l'isolation des particuliers, l'aide, etc. Je l'ai évoqué déjà lors du DOB, vous invitant à acheter le numéro de janvier de Que choisir, si je me souviens bien, qui montre à quel point c'est très difficile, pour ne pas dire impossible,
pour quiconque, sauf à y consacrer une énergie considérable, d'instruire le moindre dossier, puisque le marigot des dossiers à remplir est tel qu'il finit par désespérer quiconque, quoi. D'autant plus qu'il y a toujours, et ça faut vraiment ne jamais l'oublier, il y a toujours une petite ligne en caractère tout petit qui dit qu'en gros, si vous n'améliorez pas l'efficacité énergétique de votre logement, bâtiment, ce que vous voulez, que vous pourriez soumettre à financement, de plus de 35%, vous n'êtes pas éligible. Donc, sauf à présenter au projet, si vous voulez, l'isolation thermique de baraquement en tôle, où là, assez facilement, on peut avoir une efficacité énergétique de plus de 35%, ou habiter dans des constructions qui sont en papier mâché et qui datent du XVIIe siècle, je vois difficilement comment on peut ne pas désespérer ceux qui prétendraient réaliser un certain nombre de travaux, mais pas de chance, ils arrivent à 33%, dans le meilleur des cas, donc on leur dit c'est non. Voilà, donc beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas toutes les énoncer, c'est les principales que j'ai retenues. On est au rendez-vous de ces enjeux, même si, bon, peut-être est difficile pour vous de l'avouer ici même, mais voilà, les faits sont là, ils sont têtus, les chiffres sont devant vous, les projets, les fiches projets parlent pour elles-mêmes, et je pense que c'est ce qu'il faudra retenir. J'ajouterais juste une chose à la liste des secteurs en fait, dont nous devons nous occuper, alors qu'au départ c'est une prérogative de l'État, il y a le logement. Et alors que c'est une prérogative initiale de l'État qui en a les moyens via notamment la Caisse des dépôts, et qui fait supporter aux communes en fait la responsabilité et aussi le financement, avec ce que ça comporte comme difficulté d'acceptation de la part de la population. Mais ça, je pense que vous êtes tous au courant ici même. Sur les autres domaines, la santé, on voit sur le plan de vaccination, je vous en parlerai tout à l'heure, je ferai un petit point sur le plan de vaccination si vous voulez bien, sur la vaccination. Les centres de vaccination qui ont été proposés par les communes, c'était aux communes de se débrouiller par elles-mêmes. L'État disait « venez chercher les vaccins à tel endroit », on vous les livre même pas, ils sont disponibles, venez les chercher, mais c'est vous qui achetez tout le matériel pour vacciner, les aiguilles, les seringues. Versailles a dû payer, je ne sais pas s'ils se feront rembourser par l'État, mais Versailles a dû payer l'ensemble de ces éléments pour arriver à vacciner, sinon on est bien embêté avec les fioles de 6 doses. Donc voilà, donc c'est heureusement que encore en France, il y a des collectivités locales qui sont en mesure de prendre le relais sur des politiques gouvernementales qui sont, comme toujours, ou comme très souvent, je vais dire, en fait, directement décidées au niveau central et qui ont souvent, en fait, manque de pragmatisme, même si dans l'énoncé, elles semblent très pragmatiques, très simples. En fait, dans la réalisation, elles le sont beaucoup plus. Et je pense que j'en finirai en disant que je pense qu'effectivement, on ne vit pas dans le même monde, même Chopard. On est dans le même monde, mais en l'occurrence, nous, on a à gérer une ville en tant qu'équipe qui a été élue par les Viroflésiens. On a à gérer dans ce dédale qui est là. Vous êtes dans une autre position et j'avoue que je ne serais pas à l'aise dans une position d'opposition. Mais en tout cas, clairement, on a à faire beaucoup de choses dans un contexte de plus en plus mouvant, incertain, et ça, il faut nous le reconnaître. Je ne demande pas à ce qu'on ait une reconnaissance éternelle, je ne sais quoi, mais il faut reconnaître que c'est un exercice extrêmement difficile. Je ne dis pas que je saute à personne parce qu'on a voulu le faire. Donc on a été volontaire pour le faire. Mais néanmoins, c'est un exercice, et pour en parler avec mes collègues maires, je peux vous dire que les nouveaux qui ont été élus, ils ne s'attendaient pas à ça. Très clairement. En plus, la période est encore plus compliquée. Donc, en fait, eux, ils ont plongé dans un bain d'acide, en quelque sorte. Voilà, donc, c'est ça la différence. Mais on est là pour essayer de faire en sorte d'apporter aux Viroflésiens les services qu'ils attendent. Parce que nous sommes là pour les Viroflésiens, il faut quand même le rappeler. Et faire en sorte de pouvoir améliorer notre environnement de façon, j'allais dire, un peu générale ou globale. Quand je parle d'environnement, vous voyez bien de quoi je veux parler. Voilà, j'étais peut-être un peu long sur les réponses, et j'imagine que certaines de mes réponses ressuscitent des interrogations ou des interventions, mais pas nécessairement, même je pars.
Oui, alors je voulais reprendre sur les questions d'obligation à notre charge. Effectivement, l'État a un rôle régulateur, centralisateur. Je voulais juste vous rappeler ce que vous avez rappelé à la toute fin de votre discours, qu'aujourd'hui, vous êtes, en tant qu'élu municipal, en tant que maire, responsable de l'application locale de ces enjeux traités au niveau national. Donc certes, le logement, on va dire que c'est une thématique nationale. Pour autant, la répartition, la mixité au niveau local, c'est de votre responsabilité. Et je trouve ça dommage que vous le considériez comme une charge et pas comme une possibilité localement de faire une ville pour tous, accessible à tous, et générer de la solidarité à l'échelon communal. Donc ça, je ne peux effectivement que le regretter. Pour les questions d'accessibilité et de performance énergétique et de transition écologique, on perçoit qu'effectivement, vous avez entendu l'enjeu et vous avez compris l'enjeu qui s'impose à nous tous aujourd'hui. Vous avez aussi compris qu'il y avait une demande des Viroflésiens, donc vous êtes en train d'essayer d'y répondre. Ce qui manque, c'est un cadre général. Et c'est pas la première fois que je le dis, et je vais le redire, sur des questions de PMR, réintervenir après des travaux, parce qu'il n'y a pas un cadre général sur les voiries, et qu'on se rend compte, rue Amédée Dailly, que la place PMR, elle est en pente, et donc une personne handicapée ne peut pas descendre seule de sa voiture, et qu'il faut recommencer et positionner la place PMR ailleurs. C'est juste de l'argent public dépensé pour rien. Et sur les questions de transition écologique, j'y reviendrai après pour la déclaration de travaux sur l'école. Donc le point 6 qui est prévu pour l'école des Aulnettes. Vous avez aujourd'hui prévu une isolation de la toiture, très bien, qui va générer le remplacement des tuiles, très bien, mais vous n'avez pas fait d'audit préalable de la chaufferie. Et donc aujourd'hui, si on devait s'engager sur un mix énergétique avec des panneaux solaires, eh ben vous aurez remplacé les tuiles et il faudra après coup revenir pour mettre des panneaux solaires. Alors qu'aujourd'hui, il existe des solutions technologiques qui permettent d'intégrer directement les panneaux à la place des tuiles ou mettre des tuiles thermiques qui viennent en remplacement. Donc aujourd'hui, on a bien compris que effectivement, vous aviez senti que le vent avait tourné et qu'il fallait adapter votre discours et en partie votre action politique. Pour autant, la ligne directrice, je suis désolée, mais on ne la voit pas. Je vais juste répondre sur la question de la chaufferie, de l'Aulnette. Les Aulnettes, c'est la maison de retraite. L'école, c'est l'Aulnette. Mais la chaufferie, Pauline Biodel vous a répondu la dernière fois en disant la chaufferie de l'école de l'Aulnette, c'est une chaufferie qui est mutualisée avec le bâtiment plus récent de restaurant scolaire du groupe scolaire Rio Droite. Donc qui est extrêmement récent et qui est donc plus performant que la plupart des autres chaufferies de Viroflay. Alors oui, on peut dire, allons plus loin, mais déjà, en fait, on a, par rapport à ce qui existait avant et maintenant, on a réalisé, je pense en tout cas, un vrai saut, en tout cas technologique, pour avoir une chaufferie qui consomme moins. On peut encore faire plus. Je pense que ce n'est pas forcément sur ce bâtiment que ça devra se faire, en tout cas. Voilà. Mais on peut toujours faire plus. Mais le toujours faire plus, c'est, je le rapporte aussi à cet équilibre qu'il faut trouver entre le coût et l'efficacité. C'est un point important et c'est un point aussi qui existe en matière d'accessibilité. C'est coût-bénéfice. Il faut le prendre en considération. Et c'est bien pour ça qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on considère que ça n'en vaut pas l'achat d'un... Et que certains magasins, certaines boutiques ont été exemptés de faire des travaux de mise en accessibilité coûteux parce qu'il y avait, et c'était inscrit dans la loi de l'époque, il y avait un coût, en fait, un rapport coût-bénéfice qui était disproportionné. Et ça, je pense que c'est du pragmatisme total. Il faut intégrer ça aussi. Il ne faut pas rester dans un schéma où il faut à tout prix, en fait, prendre les nouvelles technos, arriver dans un truc où au final, on nous dira dans 10 ans que les nouvelles technos d'il y a 10 ans, elles sont déjà dépassées. Donc, voilà. Donc la techno d'il y a 10 ans, on l'a mise en place pour la chaufferie du groupe scolaire Rive Droite. Et on n'a pas l'intention, en tout cas, d'y revenir.
Ouais, sur la question du logement, je ne vais pas intervenir là-dessus. Oui, puis il y a Mme Egal, je pense qu'il voulait... vous voulez réintervenir, Mme Egal? Alors, je ne vais pas reprendre ces sujets d'énergie, puisque je pense qu'on a déjà beaucoup parlé ce soir. Évidemment, et on en reparlera encore, je pense. C'est un sujet extrêmement important. Je reviendrai à l'occasion sur ce qui concerne les particuliers, les bailleurs sociaux, etc. Je pense qu'il ne faut pas abandonner aussi le sujet. Donc, il y a des points sur lesquels vous n'avez pas répondu. Je voudrais revenir quand même sur Arcado, enfin en tout cas sur Dieu le veut, plutôt peut-être j'ai préféré le prendre sous cet angle-là. Dieu le veut, ça pourrait être un lieu effectivement pour les jeunes, et on parle de transfert, dit transférer Arcado, j'entends donc ado, je pense, et je lis également dans le papier rapprochement avec le collège, donc on est toujours sur du 11-14. Je rappelle que sur la ville, les 11-25 en fait n'ont pas de solution, alors de lieu, de projet qui les concerne. Donc ma question, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à étudier de façon plus approfondie ce qui pourrait être offert à une population beaucoup plus large que les 11-14, mais les 11-25 sur la ville de Viroflay? C'était une image, disons, on transfère Arcado, tout le monde sait ce que c'est qu'Arcado. Il y a de fortes chances que le terme de Arcado disparaisse. Et donc, ce n'est pas uniquement un effet d'image, certainement pour essayer d'y faire peut-être quelque chose de plus large. Néanmoins, et j'ai été jeune à Viroflay et j'interroge aussi des jeunes à Viroflay à l'heure actuelle. Les jeunes qui vivent à Viroflay, qui sont en primaire, en élémentaire, au collège, quand ils ont 15 ans, c'est-à-dire qu'ils sortent de cette tranche d'ados, ils passent au lycée à Versailles. Et alors là, je peux vous dire, Viroflay, ils n'en ont plus rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est le sport à Viroflay, parce qu'il y a des équipements sportifs, mais le reste, les copains, les trucs, en fait, c'est Versailles. Alors actuellement, c'est un peu compliqué avec la pandémie. Et je peux vous dire, c'est vive la liberté. On est loin de nos parents, qui ne peuvent pas nous croiser à chaque coin de rue. Donc on est loin d'eux. Et donc, en fait, on est à Versailles. Et on ne veut pas rester à Viroflay. Beaucoup nous disent ça. Je ne dis pas que c'est la majorité. Mais Flore Hoffmann, qui est ici, en fait, on a discuté il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'aussi, elle nous a aussi retransmis cette... qui est notre Benjamin, hein. Je dis, voilà, qui est loin qui a passé cette époque-là, en tout cas, nous a effectivement retransmis en fait là aussi ce sujet. Et les jeunes reviennent après à Viroflay un peu plus tard, sur un autre plan. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui puisse les intéresser. Et, je vous le rappelle, il y a un équipement qui a permis de retrouver ces jeunes de 15 à 22 ans, je vais dire. C'est la bibliothèque. On a créé un lieu, ce n'est pas un service directement, on a créé un lieu dans lequel ces jeunes-là se sont sentis bien tout de suite. Et donc, effectivement, et on les a vus affluer, même de partout, tout autour de Viroflay. Voilà, donc on a fait quelque chose qui correspondait à un besoin qu'on n'a pas forcément bien identifié. Donc, on peut aussi ne pas avoir fait un diagnostic complet. Donc, en tout cas, on est preneur de ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est la question de l'intérêt. Et cette bascule collège-lycée, elle est réelle, en fait. On aurait un lycée sur Viroflay, ce serait différent. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais je ne tire pas un trait complet, hein. Je dis que le transfert d'Arcado, dont Dieu le veut, peut être aussi l'occasion de développer d'autres choses. Je voudrais quand même y revenir, parce que quand je regarde les villes avoisinantes, si vous regardez Chaville, si vous regardez Vélizy, ils n'ont pas plus de lycées. Donc la question se pose, et ils ont des offres concernant les jeunes qui sont autres que celles qu'on trouve à Viroflay. Donc qui le fait de la poule, en fait? Est-ce que les Viroflaysiens trouvent enfin un souffle en se retrouvant à Versailles au lycée et découvrent tout un autre monde que celui qu'ils avaient imaginé dans la ville de Viroflay, ou est-ce que est-ce qu'on ne devrait pas du coup prendre le problème à l'envers? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir proposé à Viroflay pour qu'ils soient à la fois contents de trouver de nouvelles choses à Versailles et d'en trouver également sur leur ville? Voilà. On leur posera la question. Oui. En tout cas, clairement, dans les projets à venir, c'est le mur d'escalade qu'on envisage de faire au Pré-aux-Bois fait partie de ces projets qui sont des projets qui sont principalement destinés aux jeunes de cet âge-là, qui ont
du dynamisme du tonus, ça ne s'adresse pas à nous. En fait, moi, je ne me vois pas monter à 10 mètres de haut. Enfin, pourquoi pas, pour l'inauguration peut-être. Mais avec sécurité, bien évidemment. Mais ce genre de choses, la piscine fait partie aussi de ces projets-là. Donc, voilà, ça fait partie des équipements qu'on propose à la population de façon extrêmement large. Mais bon, après, on pourra en discuter sans ce temps. Ne cherchons pas à nous comparer trop avec Vélizy, quand même, s'il vous plaît. Là, en l'occurrence, j'ai Chaville sous les yeux. Il y a Oui. quelque chose qui s'appelle le 25 de la Vallée. Il y a des concerts-spectacles. Et donc, il y avait tout un programme. Là, on ne parle pas de 2020-2021, mais c'est des choses qui sont vivantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses pratiquement plusieurs fois par mois qui peuvent intéresser les jeunes. On n'a absolument rien qui ressemble à ça ici. Voilà. Oui. Donc, c'est des questions, c'est pas exotique. Chaville est légèrement plus gros que Viroflay, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de lycée non plus. Et il y a une offre qui est différente. Donc, je pense qu'il faut s'interroger. Mais il est possible qu'en ayant un nouveau Dunoyer, qui n'est pas dans le budget 2021, mais Dunoyer arrivera d'ici 3 ans dans le budget, il est possible qu'on puisse avoir une proposition différente, puisqu'on aura un équipement culturel qui permette de faire des choses un peu sympas. Comment ? On a déjà l'auditorium. L'auditorium n'est pas utilisé à 100%, donc il y a des possibilités sur l'auditorium. Pourquoi le limiter à une évolution de... Je peux vous dire que... Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Okay. En temps normal, l'auditorium est déjà très utilisé. Normal. Flore Hoffman, il y avait Flore et puis Gonel Teston. Flore ? Juste pour dire qu'il y a un nouveau projet Arcado qui est en train de se développer et le but c'est de le développer avec les collégiens pour qu'ensuite, quand ils se dirigeront vers le lycée, ils se soient appropriés Arcado et qu'à ce moment-là, on intègre plus les lycéens dans la vie de Viroflay parce qu'ils auront créé le projet Arcado en étant au collège. Du coup, c'est sur le long terme, donc ce ne sera pas demain. Mais effectivement, oui, on a pour objectif d'intégrer les lycéens à Viroflay. Enfin, les lycéens et au-dessus. Merci. Les collégiens ont vocation à devenir lycéens. Donc si on travaille avec eux, peut-être qu'on peut aussi instaurer une relation de travail. Et je compte aussi beaucoup sur le fait qu'au collège, il y a un nouveau principal pour mieux travailler avec le collège et les collégiens, ce qui n'était pas le cas avant. Madame Teston, vous aviez quelque chose à dire ? Non, ça a été dit, voilà. Vous êtes concerté. Très bien. Ah, Monsieur Gevray. Ah. Si, faut venir sur un micro parce que sinon ce ne sera pas enregistré. Donc, Je voudrais répondre sur la remarque qu'a faite Madame Chopard concernant la place PMR en pente dans la rue Amédée d'Ailly. Justement, l'objet de ces visites terrain est de effectivement constater les choses quand elles ne vont pas, certainement, et de les corriger à l'issue de ces visites. Mais également, ces visites ont pour but de justement anticiper de façon pragmatique les difficultés qui pourraient apparaître. Donc, se polariser uniquement sur ce qui ne va pas me paraît quand même un petit peu réducteur. C'est l'exercice qui vaut ça aussi. Hein. Les Viroflésiens nous disent toujours ce qui ne va pas, mais ils nous disent rarement ce qui va. Donc, on est habitué. Hein. Mais voilà, je voulais quand même clore cette discussion autour du budget. On a d'autres sujets à aborder. J'ai entendu vos propositions de vote, en tout cas vos motivations de vote. On va quand même passer au vote de façon officielle. Et donc, je vous propose de voter ce budget, qui est donc contre ce budget. 3 contre. Qui s'abstient, 4 abstentions. Et donc, je propose que ceux qui votent pour lèvent la main aussi. Très bien. Merci beaucoup.